Bonjour, bonjour. Nous attendons encore un petit peu pour l'arrivée des derniers et allons bientôt commencer. Allons-y. Bonjour à tous. Tout d'abord, RSA, ses associés et ses collaborateurs vous présentent, ainsi qu'à tous vos proches, leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Que cette année soit olympique pour toutes nos entreprises. Comme tous les ans à pareille époque, RSA et Éric Quentin, du cabinet Hoche Avocat, sont heureux de vous présenter la loi de finances pour 2024, ainsi que quelques points de l'actualité fiscale. C'est une loi de finances sans très grand changement, sinon l'inscription dans notre Code général des impôts, pour les grandes entreprises internationales, du paiement d'un impôt minimum dans chacun des territoires où elles opèrent. C'est le fameux impôt minimum mondial, une grande première en matière de fiscalité. Dans cette loi de finances, il y a aussi la mise en place du crédit d'impôt industrie verte. En matière de durabilité, je vous rappelle que, sur la base des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, les entreprises devront, dès 2026, établir un rapport de durabilité si elles dépassent deux des trois seuils suivants: 20 millions d'euros de total bilan, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et 250 salariés. 2025, c'est demain, et 2024 doit être, pour toutes ces entreprises, l'année de réflexion et de mise en place. Sachez que RSA et ses associés sont totalement mobilisés pour vous assister dans la conception ou l'audit de ce rapport de durabilité, le fameux rapport CSRD dont vous avez certainement entendu parler. Citons aussi le report de délai de la mise en vigueur de la facturation électronique, peut-être pour éviter une catastrophe du genre guichet unique, le renforcement de la transparence fiscale et des mesures contre la fraude fiscale. Cette présentation devrait durer jusqu'à 10 heures. Vous pouvez poser des questions via le chat que vous voyez sur votre droite et nous tâcherons d'y répondre à la fin. Vous avez aussi le support que vous pourrez récupérer. Et sans plus attendre, je passe la parole à mon ami et grand fiscaliste que vous connaissez tous, Éric Quentin. Merci. À toi, Éric. Merci Arnaud, et je me joins à toi pour souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2024 qui démarre donc comme traditionnellement par cette présentation de la loi de finances pour 2024 et de l'actualité fiscale de l'année écoulée et de ce qui nous attend au cours des années qui vont venir. Alors, tu as indiqué effectivement, Arnaud, quelles étaient les principales mesures de cette loi de finances, qui n'est pas un grand cru. On a connu des crus avec des réformes plus significatives, même si pilier 2 en est une indiscutablement, mais ce n'est pas non plus une surprise, contrairement à certaines nominations annoncées hier soir. Et nous évoquerons donc toutes les mesures qui sont susceptibles de concerner les entreprises. Alors, il y en a une que nous n'évoquerons pas, et c'est bien dommage parce qu'elle semblait relativement intéressante. C'était une mesure qui était contenue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 et qui visait de facto à élargir le bénéfice des groupes TVA, de la CGT unique,
aux entreprises industrielles en comportant une mesure d'atténuation significative permettant d'éliminer le surcoût de taxes sur les salaires en cas d'option pour ce régime de groupe TVA. Mais malheureusement, cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel qui a considéré qu'elle n'avait pas sa place dans la loi de financement pour 2020, de la sécurité sociale pour 2024. Plusieurs organismes avaient attiré l'attention du gouvernement sur le fait que cette disposition risquait d'être censurée et qu'il fallait la transposer dans le cadre du projet de loi de finances. Malheureusement, ils n'ont pas été écoutés. Alors, espérons que cette mesure soit à nouveau remise sur la table dans ce courant de l'année 2024. Alors, sans plus tarder, je démarre effectivement, Arnaud, cette présentation avec la mesure sans doute la plus emblématique de la loi de finances pour 2024, c'est la transposition dans notre droit interne de la directive du 15 décembre 2022 qui vise à assurer un niveau minimum d'imposition mondiale de 15% pour les groupes d'entreprises multinationales. Alors, quels sont les groupes concernés? Ce sont ceux qui ont réalisé un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 750 millions d'euros au cours de 2 des 4 exercices qui ont précédé l'entrée en vigueur du dispositif ou l'entrée en vigueur du dispositif pour les groupes qui atteignent ce chiffre d'affaires. Alors, ça concerne tout de même en France, selon les travaux parlementaires, 574 groupes. Comment cela va se passer? Eh bien, on va devoir, dans un premier temps, déterminer en application des règles GLOBE déterminées par l'OCDE et un résultat consolidé dans chaque juridiction, c'est-à-dire dans chaque pays ou territoire où une entreprise est implantée, que cette implantation se fasse sous forme de filiale, de succursale ou d'établissement stable. Et on va prendre en compte l'ensemble des sociétés ou des succursales ou établissements stables dans chaque juridiction. On va déterminer un résultat à partir des comptes consolidés et du référentiel adopté par le groupe. Ça peut être un référentiel IFRS ou bien US-GAAP. Et on va voir si, affecté de certains retraitements fiscaux, le groupe paye bien un impôt minimum d'impôt sur les bénéfices de 15% dans ces juridictions. Si ce n'est pas le cas, l'impôt complémentaire va effectivement être prélevé. Alors, il y a 3 modes de prélèvement alternatifs, si je puis dire, qui trouvent ou qui sont susceptibles de trouver à s'appliquer. Le premier, ça concerne la situation où le pays où l'entreprise est sous-imposée a adopté un impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement, désolé, c'est un acronyme compliqué, ICMQL, qui aura vocation à être soustrait de l'impôt complémentaire GLOBE. C'est le choix qu'a fait l'État français dans la transposition de la directive et dans la loi de finances pour 2024. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise sera sous-imposée sur le territoire français, eh bien, on appliquera cet impôt complémentaire minimal qualifié. Qualifié, ça signifie qu'il doit être qualifié par la Commission européenne et que ça ne doit pas être un faux impôt, si je puis dire. Si les États considérés n'ont pas adopté cet impôt complémentaire, on va mettre en œuvre une règle subsidiaire qui est la règle d'inclusion du revenu, selon laquelle l'impôt complémentaire sera dû par l'entité mère ultime au titre des entités qu'elle contrôle qui sont sous-imposées, c'est-à-dire lorsque le taux d'imposition est inférieur à 15%. Ce taux d'imposition, je le rappelle, il est déterminé non pas selon des règles statutaires, mais selon des normes consolidées. Ces 2 règles s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023. Donc, concrètement, ça signifie que pour les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile, eh bien, ces règles s'appliqueront à compter du 1er janvier 2024 ou plus précisément pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Si la règle d'inclusion du revenu ne s'applique pas, il est prévu une règle subsidiaire, la règle sur les bénéfices insuffisants à imposer, selon laquelle l'impôt complémentaire sera acquitté par toutes les sociétés ou entités membres du groupe, lesquelles se répartiront la charge d'impôt complémentaire sur la base d'une clé de répartition fondée sur la substance. En pratique, pour application de cette règle, les États sous-imposés pourront refuser la déduction de charges ou ajouteront aux revenus imposables des sommes qui n'y figuraient pas, ce qui revient au même effectivement pour atteindre ce taux d'impôt minimum de 15%. Par contre, cette règle subsidiaire ne trouvera à s'appliquer qu'avec 1 an de décalage pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2024, soit dans les faits pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Alors, l'impôt complémentaire, la top-up
taxe qui a été voté par la France est distinct de l'impôt sur les sociétés, même si ça y ressemble bigrement, et il n'est pas admis parmi les charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Il est codifié sous une section spécifique dans le Code général des impôts, et c'est une codification relativement lourde parce qu'il y a toutes les règles d'assiette, de recouvrement, de reprise de l'administration, de procédures qui trouvent à s'appliquer. Alors, pour ceux qui seraient effrayés, et je les comprends, par la complexité de pilier 2, sachez qu'il existe des règles de protection pour les situations à faible enjeu, pour les exercices ouverts au plus tard le 31 décembre 2026 et clos plutôt le 30 juin 2028. Notamment si les groupes qui sont concernés déclarent dans leur CBCR, puisque on le sait, hein, le CBCR, le Country by Country Reporting, doit être établi par les groupes dont le chiffre d'affaires consolidé est égal ou supérieur à 750 millions d'euros. Donc, c'est le même seuil qui s'applique, ce sont les mêmes groupes qui sont concernés. Donc, si ces groupes déclarent un CBCR selon des normes consolidées, ce qui est quand même la plupart des situations, c'est rare d'avoir des groupes qui déclarent selon des comptes statutaires, parce que c'est quand même plus évident de partir des comptes consolidés, un revenu inférieur à 10 millions d'euros ou un bénéfice inférieur à 1 million d'euros dans une juridiction, alors l'impôt complémentaire ne sera pas dû. Cette règle de protection vise les situations à faible enjeu. Alors, au plan comptable, mais ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, un règlement ANC du 7 juillet 2023 a prévu le traitement comptable de l'impôt minimum mondial défini dans le modèle Globe pilier 2, et notamment les groupes concernés devront, dès les exercices clos le 31 décembre 2023, par anticipation, fournir des informations quantitatives et qualitatives, si elles sont disponibles, en annexe de leur compte consolidé. Alors, que conclure de tout ça, cette présentation qui, et je m'en excuse, est très courte et synthétique, il faudrait quasiment une journée pour définir ne serait-ce que la moitié des contours de pilier 2, c'est que c'est une législation très complexe, qui est très complexe à mettre en œuvre, qui nécessite un travail en commun des fiscalistes et des consolideurs dans les groupes concernés, qui nécessite également de déterminer dans chaque juridiction le résultat globe et le taux minimum d'imposition applicable. Et ça veut dire que ces informations ne sont pas toujours disponibles dans les comptes consolidés, parce que souvent, on n'établit pas les comptes consolidés juridiction par juridiction. Et il y a également d'autres difficultés qui sont susceptibles de se produire lorsque on a des sous-paliers de consolidation ou des paliers opaque. Il y a également bon nombre de retraitements qui sont pris en compte. Et par exemple, le crédit d'impôt recherche est considéré pour l'application des règles Globe comme une subvention et non pas comme un crédit d'impôt, ce qui permet à la plupart des groupes qui ne payent pas d'impôt grâce au crédit d'impôt recherche de ne pas être dans un impôt inférieur à 15%. En revanche, les groupes français qui supportent un impôt de 10% essentiellement parce qu'ils bénéficient du régime de patent box sur les revenus de propriété industrielle, eux vont devoir s'acquitter d'un impôt complémentaire. Alors précisément, il est intéressant de relever que dans les travaux parlementaires, le chiffrage qui a été effectué, l'évaluation de l'impôt complémentaire qui serait rapporté pour l'État français, c'est entre 1 milliard et 2 milliards d'euros. Cela peut sembler suffisamment faible, ça veut dire que finalement, on a un taux d'imposition effectif supérieur à 15% dans la plupart des situations, hormis celles que je viens de vous citer. Et puis, pour l'évaluation globale du dispositif, la France a considéré qu'une vingtaine de groupes seulement seraient concernés par un impôt complémentaire et à raison de 2 à 5 juridictions maximum. Alors, après, il y a eu quand même un effet qu'il ne faut pas négliger, c'est l'effet d'entraînement. C'est que suite à l'entrée en vigueur des règles Globe dans la plupart des juridictions et de pilier 2, eh bien, beaucoup d'États, comme la France, ont fait le choix de mettre un impôt minimum complémentaire pour avoir une imposition égale au moins à 15% pour l'ensemble des groupes de sociétés. Oui, c'est très compliqué. Effectivement, alors pour la vingtaine de groupes, moi je suis un peu dubitatif. Je pense que ça concerne plus qu'une vingtaine de groupes en France parce que malgré tout, il y a un certain nombre de sociétés qui ont des impôts dans des territoires inférieurs, mais on rentre encore une fois dans une complexité extrême pour laquelle il va y avoir des interprétations et des difficultés de mise en œuvre. Et de contrôle, tu peux le dire, parce que on le voit bien dans la situation
qui est celle d'ATAD pour les charges financières. Les inspecteurs, qu'il s'agisse des brigades de contrôle des DVNI ou des DIRCOFI, ont beaucoup de mal à appréhender les clauses de sauvegarde qui font appel à des données et à des référentiels consolidés. Ils ne sont pas formés pour ça. Mais enfin, alors, on peut quand même noter à la base, hein, c'était fait pour les fameux big, je ne sais quoi, Internet. Hein, c'est pour ça que ça a été monté au départ. Oui, pour les GAFA, effectivement. Les GAFA, oui. Alors, deuxième mesure de portée plus limitée, elle a pour effet de traduire dans notre droit interne la condamnation à laquelle a fait face l'État français dans le cadre une nouvelle fois du régime de groupe et des suites ou des avatars de l'affaire Soprasteria sur les dividendes ouvrant droit au régime des sociétés mères et filles. En effet, le 11 mai 2023, la Cour de justice de l'Union européenne a une nouvelle fois censuré le régime français en considérant qu'il était contraire au principe de liberté d'établissement, en prévoyant l'impossibilité pour une société mère française qui n'a pas opté pour le régime de groupe alors qu'elle détient des filiales françaises répondant à ces conditions et des filiales étrangères situées dans un autre pays de l'Union européenne qui, si elles avaient été françaises, auraient pu bénéficier du régime de groupe, de ne pas bénéficier de la réduction de taux de quote-part de frais et charges afférente aux dividendes mère-fille. Puisqu'en effet, dans une telle situation, la législation française prévoyait que le taux de quote-part de frais et charges était de 5% et non pas de 1%. La Cour de justice a donc censuré la législation française qui a dû être adaptée par voie d'amendement gouvernemental présenté dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2024 en première lecture à l'Assemblée nationale. Alors, que prévoit cet amendement? Il prévoit l'extension du taux réduit de la quote-part de frais et charges de 1% sur les dividendes mère-filiales aux produits perçus d'une filiale située dans un autre pays de l'Union européenne qui remplit les conditions du régime de groupe avec une société mère qui a renoncé à se constituer société mère ou membre d'un groupe avec des sociétés françaises. Donc, soit la société mère et la société mère intégrante, soit la société mère est une filiale et la société mère française ne s'est pas constituée société mère d'un groupe. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si franchement, ça va concerner des situations relativement marginales, parce qu'il est quand même assez rare qu'on ait des sociétés françaises qui n'aient pas constitué de groupes intégrés lorsqu'elles peuvent le faire. Mais par contre, le législateur en a profité pour rétablir, pour le bénéfice de la quote-part de frais et charges de 1%, la condition d'appartenance au groupe ou pour les filiales étrangères de remplir les conditions d'appartenance au groupe de la société distributrice depuis plus d'un exercice. Et cette condition a une portée générale qui va bien au-delà de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Et comme cette mesure s'applique pour les exercices clos le 31 décembre 2023, donc elle est d'application immédiate, eh bien, on se retrouve dans une situation où des groupes français qui auraient vu des filiales entrantes en 2023 distribuer immédiatement des dividendes à leur société mère française, eh bien, se verront appliquer rétroactivement une quote-part de frais et charges de 5%, alors qu'elles pensaient que cette quote-part de frais et charges, au moment de la distribution, subirait une imposition de 1%. Il en va de même pour tous les groupes qui se seraient constitués en 2023, avec effet en 2023, et pour lesquels il y aurait eu des distributions immédiatement. Donc, c'est extrêmement pénalisant. Évidemment, cette situation a été remontée aux autorités fiscales pendant toute la discussion de la loi de finances pour tenter de différer la date d'entrée en vigueur de cette mesure défavorable. Pour l'instant, en tout cas, j'espère qu'on l'aura par voie d'instruction, mais ça n'a pas produit d'effet. On doit également préciser que l'extension du bénéfice de la quote-part de frais et charges de 1% n'est pas applicable, contrairement à ce qu'on aurait pu espérer, aux dividendes qui sont perçus par une société mère française d'une filiale française qui remplit les conditions pour être intégrée, mais qui ne l'est pas, car la société mère française a fait le choix de ne pas intégrer cette filiale. Donc la situation est la suivante, imaginons que vous avez un groupe fiscal, vous avez une société mère qui détient deux filiales à 100%, une qui est intégrée, l'autre qui ne l'est pas. La distribution de la société intégrée subira une imposition de 20%, la distribution de la société non intégrée subira une imposition de 5%. Des mesures similaires sont prévues pour les dividendes qui n'ouvrent pas droit au régime mère-fille, ce qui est plus marginal. Et donc, comme je vous le disais, cette mesure s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2023. Il est également prévu
dans la loi de finances une mesure de rationalisation des conditions de détention du capital des filiales qui ne sont pas détenues à 95% au moins directement ou indirectement par leur société mère intégrante, lorsque une partie du capital est détenue par des salariés dans le cadre de plans de stock option, d'actions gratuites, d'augmentation de capital réservé aux salariés. Et là, on a une mesure d'atténuation selon laquelle, lorsqu'il y a un plan groupe, si un salarié quitte une entreprise dans laquelle il est employé pour rejoindre une autre entreprise du groupe, dans le cadre de la mobilité professionnelle, eh bien, on acceptera de continuer à neutraliser la quote-part de détention correspondante pour l'appréciation du seuil de 80%, 95%, ce qui est évidemment plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut s'attendre à une uniformisation de ce dispositif? Parce que là, c'est quand même un peu kafkaïen quand même. Oui, c'est vrai que c'est complexe, mais je ne sais pas si on peut s'attendre à une uniformisation, malheureusement. C'est vrai que les distributions des dividendes selon la qualité de la filiale, ben, il faut avoir son petit tableau récapitulatif pour ne pas se tromper sur le taux applicable de quote-part de frais des charges. Ouais. Alors, une autre mesure qui peut concerner beaucoup d'entreprises, en tout cas, elle est destinée à cela, puisqu'elle est destinée à verdir notre économie, pour reprendre la formulation qui avait été employée par Bruno Le Maire cet été quand cette mesure avait été annoncée. Elle vise à faire bénéficier les entreprises industrielles et commerciales de bénéficier d'un crédit d'impôt industrie verte, à condition d'exploiter des investissements éligibles pendant au moins 5 ans à compter de leur mise en service et de ne pas transférer dans les 5 exercices suivants leur activité hors du territoire national. Alors, quelles sont les dépenses et les investissements visés? Ce sont les dépenses d'investissement engagées en vue de la production ou de l'acquisition d'éléments corporels et incorporels pour les activités qui contribuent à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur. Donc, ça peut concerner pas mal de groupes qui en profitent pour investir dans ces éléments qui vont contribuer à être moins polluants et ne plus utiliser les énergies traditionnelles fossiles. Le crédit d'impôt est accordé sur agrément préalable du ministère du Budget pour contrôler quels sont les investissements éligibles. Les évaluations budgétaires qui ont été très critiquées nous disent que c'est entre 7 et 12 milliards de coûts fiscaux pour l'État quand même. Hein. Donc c'est pour ça que ça permettra en amont de contrôler si les investissements sont bien éligibles. Et l'entrée en vigueur du dispositif était subordonnée à un accord de la Commission européenne qui a été octroyé lundi dernier. Donc on peut considérer qu'il n'est plus suspendu, si je puis dire, à une autorisation quelconque. Alors, le taux du crédit d'impôt est relativement intéressant puisque vous le voyez à l'écran et je crois, Arnaud, hein, tu disais que les slides seront évidemment mis à votre disposition, que le crédit d'impôt est égal à 20% des dépenses plafonnées à 150 millions d'euros et un petit peu comme le suramortissement Macron, vous vous souvenez, pour les équipements qui ouvraient droit à ce suramortissement, le crédit d'impôt sera lissé par fraction au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses ont été exposées conformément au plan d'investissement qui aura été agréé par Bercy. Vous voyez que pour les petites entreprises ou les grandes entreprises, le taux du crédit n'est pas le même et le montant maximum de l'aide est quand même assez supportif, si je puis dire. Ce crédit d'impôt sera imputable sur l'impôt sur les sociétés et sera restituable immédiatement s'il excède l'impôt dû, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, contrairement au crédit d'impôt recherche, les grandes entreprises pourront bénéficier immédiatement de la restitution de ce crédit d'impôt et ne pas attendre une période de 3 ans pour en obtenir la restitution. Lorsque l'entreprise qui engage des investissements et qui est éligible au crédit d'impôt est une entreprise qui appartient à un groupe fiscalement intégré, bien entendu, la société mère sera substituée aux sociétés du groupe pour l'utilisation de ce crédit d'impôt, imputation ou remboursement. Mais bien entendu, là aussi, comme dans le fonctionnement normal, le crédit d'impôt sera comptabilisé chez la filiale qui expose les dépenses et la mère lui reversera l'avantage en trésorerie lorsqu'il sera obtenu. Oui, la procédure de récupération de ce crédit d'impôt est quand même beaucoup plus simple que le recherche, hein, le crédit d'impôt recherche.
Oui, oui, oui. Et puis en amont, il y aura quand même une sécurité juridique plus importante pour les entreprises parce que comme il y aura la nécessité d'un agrément dans un délai assez court, hein, malgré tout, 3 mois, eh bien, ça signifie que les entreprises sont sécurisées a priori sur le fait que ce crédit d'impôt ne pourra pas être remis en cause par l'administration fiscale en cas de contrôle, contrairement au crédit d'impôt recherche qui fait Bien l'objet sûr. qui est challengé en cas de contrôle par l'administration. Alors dans les mesures, le florilège des mesures diverses habituelles, on a certains régimes fiscaux incitatifs qui ont été reconduits comme chaque année. La réduction d'impôt pour mise à disposition par une entreprise d'une flotte de vélos. Par les temps qui courent, on en voit moins dans les rues. Le taux réduit applicable aux plus-values de cession de locaux professionnels, qui fait également l'objet d'assouplissement lorsque on a une réalisation de locaux à usage mixte professionnel habitation. Et puis, ceux qui sont concernés s'y reconnaîtront. On a tout un tas de crédits d'impôt sectoriels qui sont reconduits ou aménagés. Je pense que l'objectif ici n'est pas de vous en faire un inventaire à l'après-vert, d'autant que les initiés sont généralement bien informés par leurs organisations professionnelles. Enfin, si tu en es d'accord, Arnaud. Oui, oui, bien sûr, nous passons, passons. En matière d'impôts de production, la mauvaise nouvelle, mais qui était déjà, voilà, Suppression non supprimée. voilà, on aménage la suppression, si je puis dire, on l'a en rétablissant, parce qu'elle avait été supprimée, donc en rétablissant la CVAE et en aménageant sa suppression dans le temps, de telle sorte qu'elle ne sera supprimée effectivement qu'en 2027. Alors, je ne vais pas non plus vous commenter le slide, vous voyez les taux, qui sont très simples à mémoriser, qui vous sont présentés à l'écran. Évidemment, parallèlement, ne l'oubliez pas, pour ceux qui ont des équipements qui sont fonciers et qui supportent une cotisation foncière des entreprises très importante, n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier du taux de plafonnement de la contribution économique territoriale qui lui aussi est évidemment progressivement abaissé. Et à compter de 2027, CQFD, il ne concernera plus que la cotisation foncière des entreprises, qui est la part foncière de la contribution économique territoriale, anciennement taxe professionnelle. Les taux de taxe additionnelle à CVAE sont également ajustés. Alors, je voulais également vous signaler une chose, et là, évidemment, je parle sous ton contrôle, Arnaud, c'est que le 26 décembre, et ça a été publié au JO du 29, il y a eu un arrêté ministériel qui a homologué un certain nombre de règlements adoptés par l'autorité des normes comptables dans le courant de l'année 2023 et en 2022. Et au nombre de ces règlements figure le fameux règlement sur la modernisation des états financiers qui rentrera en vigueur de manière obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, mais que les entreprises peuvent appliquer, je crois, par anticipation. Donc, ce règlement va aboutir à simplifier et réduire à la portion congrue même le compte de résultats exceptionnels. Ce qui ne manquera pas d'entraîner des conséquences sur la valeur ajoutée et CQFD sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Alors au départ, on pensait que ça n'aurait pas de conséquences parce que la CVAE devait être supprimée en 2024, donc il faudra anticiper cela sans doute. Je ne sais pas si tu veux rebondir. Non, non, mais tu as raison. Cette modernisation des états financiers a une de ses conséquences, et celle-là, elle en a d'autres évidemment, notamment pour le calcul des ratios et du résultat d'exploitation ou plus globalement l'EBITDA et autre chose. Et ça va être vraiment un sujet de présentation des comptes et notamment de ce résultat exceptionnel. Oui. Ce qui va venir vite d'ailleurs maintenant. Ah ouais. Alors, également, la loi de finances a prévu cette fois-ci un calendrier d'entrée en vigueur de la facturation électronique. On le sait, suite de nombreuses difficultés, Bercy avait annoncé cet été un report de l'entrée en vigueur pour les grandes entreprises. Alors, je suis désolé, je m'aperçois qu'il y a une petite coquille. Pour la réception des factures, vous l'aurez bien noté, ce n'est pas le 1er septembre 2016, mais le 1er septembre 2026. Et pour l'émission des factures et le e-reporting, pour les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les assujettis uniques, c'est-à-dire pour les groupes TVA constitués notamment par les banques, les compagnies d'assurance, certains groupes de cliniques privées, etc. La date d'entrée en vigueur, c'est 1er septembre 2026, donc on a encore le temps, plus de 2 ans. Et pour les PME et les micro-entreprises, c'est encore une année de plus, le 1er septembre 2027,
sachant que par décret, il pourra être prolongé éventuellement ce délai de 3 mois si les difficultés continuent à se faire jour. Ce qui peut paraître très étonnant, hein, parce que quand on voit à travers le monde le nombre de pays et entre guillemets petits pays qui ont su passer assez rapidement à cette facturation électronique, on est quand même un peu surpris de ce report. Et encore une fois, j'évoquais ça tout à l'heure, mais quand on voit, et je pense qu'un certain nombre d'entre vous y ont été confrontés, quand on voit aujourd'hui ce genre de modification telle que le guichet unique est une catastrophe, hein, une catastrophe. Nous avons, nous, des entreprises que nous n'arrivons pas à immatriculer depuis près de 2 mois quand même. Oui, il y a beaucoup de difficultés qui sont remontées, effectivement. Là, c'est très surprenant parce que même des pays comme l'Italie, tout ça, ça marche plutôt bien. Et après, ça posera un problème pratique considérable au sein des groupes parce qu'il y aura des référentiels différents qui seront utilisés selon les groupes. Donc, pour toutes les transactions intracommunautaires et autres, ça n'a pas facilité les choses. Il y a des petits pays d'Amérique du Sud hein, qui sont passés assez facilement aussi. Mais bon. Écoute. Alors, les mesures diverses en matière de TVA, là aussi, les personnes qui sont concernées s'y retrouveront. On aura, à compter du 1er janvier 2025, une modification des règles de territorialité, ça c'est assez significatif, applicable aux manifestations ou activités culturelles, artistiques, sportives, etc., éducatives, proposées de manière virtuelle, c'est-à-dire que ça sera une taxation au lieu de consommation des prestations, c'est-à-dire au lieu de situation du preneur. C'est ce qu'on appelait avant le régime un peu des prestations immatérielles. On a un aménagement qui est apporté au régime de TVA de la para-hôtellerie à la suite de l'avis du Conseil d'État rendu le 5 juillet 2023. Et notamment, on introduit, alors vous savez, c'est pour bénéficier lorsque vous avez des locations meublées qui sont quasiment professionnelles et qui sont assorties de prestations similaires à celles que pourrait rendre un hôtel, par exemple fourniture du linge de maison, accueil, ménage, entretien. Eh bien, dans ces cas-là, l'article 261 4D du Code général des impôts prévoit que ces prestations de location meublée professionnelles, si je puis dire, sont soumises à la TVA et non pas exonérées de TVA parce qu'elles portent sur des locaux d'habitation parce qu'elles sont rendues dans des conditions similaires à l'hôtellerie. Eh bien, on ajoute une condition supplémentaire, c'est la condition de séjour. Il faut que le séjour soit inférieur à 30 jours. Et ça s'applique à compter du 1er janvier 2024. On a également des règles anti-abus sur la TVA à l'importation avec le dropshipping, et puis une autre règle anti-abus marginale sur l'assujettissement à la TVA en France de location de biens meubles corporels qui sont utilisés en France au profit d'assujettis établis en dehors d'un pays de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'Arnaud, quand tu vas faire du surf à Lacano, si tu dis que tu es australien, eh bien, tu paieras moins cher qu'un Français parce que la location n'était pas soumise à la TVA en France. Ça ne sera plus le cas à partir du 1er janvier 2024. En matière de fiscalité internationale, ce n'est pas dans la loi de finances, mais c'était dans une ordonnance qui a traduit dans notre droit interne la directive communautaire du 24 novembre 2021. Là aussi, ça vise les groupes qui sont concernés par pilier 2, c'est-à-dire les groupes qui réalisent un chiffre d'affaires consolidé supérieur ou égal ou supérieur à 750 millions d'euros. Ceux-ci sont déjà astreints à faire un CBCR dit fiscal, c'est-à-dire qui est réservé aux autorités fiscales. Et Dieu sait si c'est un outil terrible, notamment en contrôle de prix de transfert pour la DVNI. Eh bien, à partir des exercices ouverts à compter du 22 juin 2024, ces entreprises devront rendre public leur CBCR. Alors, dans les faits, le premier exercice concerné sera l'exercice 2025 avec une publication au plus tard le 31 décembre 2026. Donc, on a encore un petit peu de temps, mais il va falloir s'y préparer parce que ça va modifier fondamentalement la politique de transparence fiscale des groupes concernés, puisque tout un chacun pourra avoir accès à l'information selon laquelle tel groupe réalise plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires dans un tel pays, mais n'y paye aucun impôt, ou au contraire, paye beaucoup d'impôts dans d'autres pays, etc., etc. Donc, il va y avoir un effort de pédagogie important à faire de la part des directions fiscales et des directions de communication, puisque évidemment, les organisations non gouvernementales, les salariés, les journalistes auront accès à toutes ces informations.
Je passe sur les entités concernées, sur les contenus. Les modalités de publication s'effectueront par un dépôt au greffe du tribunal de commerce et qui sera annexé au registre du commerce et des sociétés. Il y aura une publication sur le site internet de la société ou de l'établissement. Les commissaires aux comptes devront s'assurer que cette publication est bien effectuée par les entreprises concernées. Alors, il y a une clause de sauvegarde qui est prévue tout de même, mais qui sera appliquée très restrictivement. Si la publication de certaines informations ferait naître des données sensibles, susceptibles de fausser les règles de la concurrence, eh bien, les groupes en question pourront obtenir une dérogation, n'est pas publier certaines informations, sauf ceux qui sont établis dans des États et territoires non coopératifs. Pardon, Arnaud. Non, non, c'est dans ce sens que je parlais tout à l'heure du renforcement de la transparence fiscale qui devient très forte. Oui, oui, c'est un enjeu sociétal très fort. Alors, autre mauvaise nouvelle, ça a été présenté à l'époque lorsque Gabriel Attal était ministre du Budget, c'était présenté par Gabriel Attal dans le courant du premier semestre 2023, c'était le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale, on va y revenir, et notamment, ce qui a fâché bon nombre de groupes, le renforcement du contrôle des prix de transfert, parce qu'on assimilait à des fraudes fiscales les prix de transfert, ce qui n'est absolument pas le cas. Là, il y a un certain nombre de mesures qui sont très contraignantes et qui s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, donc maintenant. La première, c'est l'abaissement du seuil de déclenchement de l'obligation de présenter une documentation de prix de transfert contemporaine en cas de contrôle fiscal de 400 millions d'euros, qui est le seuil actuel, c'est-à-dire que lorsqu'une entreprise dans un groupe fait au moins 400 millions d'euros de chiffre d'affaires ou a un actif brut de 400 millions d'euros, eh bien ce seuil descend à 150 millions d'euros. Et 150 millions d'euros, c'est soit le chiffre d'affaires, soit l'actif brut, ou si l'une des sociétés du groupe est au-dessus de ces seuils, toutes les sociétés du groupe fiscal tombent dans l'obligation de déclenchement, de l'obligation de présenter une documentation contemporaine en cas de contrôle. L'amende minimale pour défaut de présentation de la documentation est relevée de manière significative à 50 000 euros au lieu de 10 000 euros par exercice. Et enfin, pour ce premier slide, on institue une présomption simple de transfert indirect de bénéfices lorsqu'est constitué par un vérificateur au cours d'un contrôle un écart entre le montant du prix de transfert déterminé selon la méthode qui a été suivie par l'entreprise et celui qui aurait été atteint si la méthode décrite dans la documentation mise à disposition de l'administration avait été appliquée. C'est-à-dire que, en d'autres termes, si vous ne mettez pas votre documentation à jour, vous êtes sanctionné. Il y a un renversement de la charge de la preuve, puisqu'il appartiendra alors à l'entreprise de démontrer que le prix appliqué est un prix de marché, que, en quelque sorte, vous n'aviez pas mis à jour votre documentation de manière contemporaine. Ouais. Et on étend le délai de reprise de l'administration de 3 ans à 6 ans pour les transferts d'actifs incorporels difficiles à évaluer afin de permettre à l'administration de disposer d'un délai complémentaire pour contrôler les valorisations retenues pour de tels transferts. Donc, ça signifie concrètement que tout ce qui est marque, brevet, sont vraisemblablement dans le scope de cette extension du délai de reprise. On attendra les commentaires de l'administration fiscale, mais on peut supposer qu'elle aura, comme souvent, une interprétation extensive du dispositif. Alors, un petit détour par la fiscalité patrimoniale, mais sous l'aune en fait des groupes familiaux qui seraient concernés par le pacte Dutreil. Le pacte Dutreil, je le rappelle, c'est un dispositif très favorable qui permet d'exonérer à concurrence des 3 quarts de leur valeur les transmissions d'entreprises à titre gratuit, donc soit à l'occasion d'une donation, soit à l'occasion d'une succession, plus malheureusement, lorsque la transmission porte soit sur une entreprise individuelle, soit sur des parts ou actions d'une société qui exerce une activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale. Et sous la réserve qu'il y ait des engagements de conservation qui soient pris, collectifs, individuels, et que des fonctions de direction soient assurées par des signataires du pacte, eh bien, on peut bénéficier de ce dispositif qui vise à favoriser les transmissions d'entreprises ou de parts ou actions de sociétés pour pérenniser le tissu industriel de notre, malgré tout, beau pays. Alors, au cours de l'année 2023, il y a eu plusieurs décisions de la Cour de cassation et du Conseil d'État
qui ont considéré que le pacte Dutreil pouvait s'appliquer aux transmissions d'entreprises qui exercent une activité de location de locaux meublés ou bien une location de locaux nus, mais équipés des équipements nécessaires à leur exploitation par le locataire. Le législateur, en tout cas l'administration fiscale et le gouvernement, ont considéré que c'était étendre de trop le bénéfice du pacte Dutreil, qui est réservé, selon eux, à la transmission d'entreprises professionnelles et non pas aux entreprises qui ont une gestion de patrimoine privé. Et donc, la loi de finances, à la suite d'un amendement gouvernemental, a restreint le champ des activités commerciales éligibles afin d'exclure l'exercice par une société d'une activité de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, notamment des activités de gestion de participation ou de gestion d'actifs immobiliers. Cela étant, pour permettre aux sociétés holding animatrices, qui étaient déjà dans le champ du Dutreil grâce, si je puis dire, à la jurisprudence et aussi un peu à la doctrine de l'administration fiscale, le législateur a légalisé, avec quelques nuances quand même, la définition qui était donnée des sociétés holding animatrices pour permettre qu'elles soient dans le champ d'application du dispositif Dutreil. Cette définition vous est donnée à l'écran. Il faut que la holding animatrice ait pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe, constituée de sociétés contrôlées, directement ou indirectement, et qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, et si elle rend à titre purement interne, le cas échéant, des services administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers à ses filiales. Alors, d'un certain côté, c'est bien parce qu'on a maintenant une sécurité juridique sur le fait que les sociétés holding animatrices sont dans le pacte Dutreil. D'un autre côté, cette définition peut soulever des difficultés d'interprétation, notamment lorsqu'il y a un co-contrôle, un contrôle de concert ou qu'il y a plusieurs, voilà, qu'il n'y a pas des filiales qui ne sont pas contrôlées mais qui sont détenues de manière minoritaire. Elle suscitera sans doute encore des contentieux comme c'est le cas actuellement. La deuxième précision qui est apportée par la loi, c'est qu'en cas d'exercice d'une activité mixte par une société civile et commerciale, la loi prévoit que sont éligibles au dispositif les sociétés dont l'activité principale est industrielle, commerciale, etc. Mais sans préciser davantage ce critère principal. Donc là, ce n'est pas une mesure qui apporte grand-chose parce que de toute façon, déjà, la jurisprudence de la Cour de cassation prévoyait qu'en cas d'exercice d'une activité mixte, il fallait retenir celle dont l'activité prépondérante était commerciale, industrielle, etc., en appliquant une méthode dite du faisceau d'indices. On revient toujours à cette notion importante et compliquée vis-à-vis du fisc, c'est la notion de holding animatrice. Oui, surtout que les enjeux sont très conséquents parce que quand vous transmettez votre entreprise ou quand malheureusement le chef d'entreprise décède, eh bien c'est pas la même chose de payer 25% de droits d'enregistrement pour lesquels en plus vous avez un paiement différé fractionné possible sur 15 ans que sur 100% de la valeur. Hein. Les enjeux sont énormes en termes de pérennisation et pour anticiper les transmissions lors de donations aux enfants ou même à des tiers. Il y a beaucoup de contentieux dans le domaine ou pas? Il y a des contentieux significatifs. Ouais. C'est vrai qu'on essaye de sécuriser les choses par voie de rescrit quand c'est possible. Ouais. Les contentieux, oui, il y a des contentieux, ils sont peut-être pas si énormes que ça, mais en réalité, ils portent sur des montants considérables. Et dans les travaux parlementaires, l'évaluation du coût de recettes budgétaires pour l'État du Dutreil, c'est 5 à 6 milliards d'euros, ce qui me paraît beaucoup, parce que je pense s'il y avait des risques énormes, on n'aurait pas transmis de cette façon. Donc, bon, mais une évaluation délicate à mettre en œuvre, je pense. Alors, il est également prévu, et là je m'attarderai un peu moins, suite à des réponses ministérielles, l'administration a apporté des précisions utiles sur le cas des apports 150 0 Alors, là aussi, pour les non-initiés, de quoi s'agit-il? Lorsque, dans des opérations de réorganisation d'entreprise ou de capital investissement, on a une personne physique qui est un des principaux actionnaires d'une société qui entend céder ses titres, il peut apporter auparavant ces titres à une société holding, mais s'il contrôle cette société holding, il y a un mécanisme de report d'imposition qui est prévu, et si la société qui cède les titres dans les 3 ans, eh bien là, l'actionnaire qui avait apporté ces titres à cette société holding devra réinvestir le produit de cession dans un délai de 24 mois pour
majorité du moins du produit de cession, dans des activités industrielles, commerciales ou autres. Alors, dans le dispositif du 150 obter, l'administration fiscale vient de préciser dans le courant de l'année 2023 et en fin 2022 dans quelles conditions on pouvait maintenir le report d'imposition lorsqu'il y avait des réductions de capital qui étaient opérées par la société qui avait bénéficié de l'apport de titres, et que notamment en cas d'annulation des titres consécutivement à la réduction de capital, le report d'imposition ne pouvait pas être maintenu. Sur ce dispositif du report d'imposition, la loi de finances pour 2024, en toute fin de lecture devant le Sénat, a aménagé et assoupli le dispositif permettant le report d'imposition lorsqu'il y avait un réinvestissement en cas de cession par la holding des titres qui lui avaient été apportés par l'actionnaire qui la contrôle, dans un cas de réinvestissement dans des activités intermédiaires et notamment des activités exercées à travers des fonds de capital investissement, qu'il s'agisse de FPCI, de sociétés de capital risque, etc. Donc, je laisse là aussi peut-être les initiés se reporter au support s'ils sont concernés, mais sachez que ça va quand même dans le bon sens parce que ce dispositif est assez complexe. Ouais. Enfin, et là, c'est une doctrine qui a été très critiquée par les praticiens et les fiscalistes. L'administration fiscale a publié une décision de rescrit dans le courant de l'année 2023. Et selon elle, l'apport de titres souscrit dans le cadre de BES-PCE n'est pas éligible au bénéfice du sursis d'imposition prévu à l'article 150 OB du CGI, ce qui évidemment ne favorise pas les réorganisations d'entreprises, notamment la perspective de création d'une société holding pour favoriser l'entrée d'investisseurs minoritaires ou majoritaires. Cette doctrine, selon mes informations, a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État. Donc, on aura vraisemblablement des nouvelles dans le courant de l'année 2024 pour savoir si cette doctrine est annulée par le Conseil d'État. Alors, dans les mesures diverses de la loi de finances, je mentionne pour ceux qui seraient concernés, peut-être vous souvenez-vous, si pour les fidèles d'entre vous, que l'année dernière, je vous ai parlé d'un dispositif qui était prévu par la loi de finances pour 2023, qui visait à favoriser le rapatriement ou la création de captifs de réassurance en France avec un cadre fiscal idoine. Ce cadre fiscal a fait l'objet d'un décret d'application le 7 juin dernier, et la loi de finances pour 2024 a étendu le champ d'application du dispositif aux provisions pour égalisation destinées à faire face aux risques cyber pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Certains groupes français importants, tels que notamment La Poste, ont annoncé la création de captifs d'assurance en France dans le courant de l'année 2023. Toujours dans les mesures diverses et pour renforcer la lutte contre la fraude fiscale, eh bien, on crée un délit autonome de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale. Alors, je vous rassure, ça ne vise pas les experts comptables ou les avocats. Cette mesure, ça vise principalement en fait les officines qui mettent en ligne sur Internet ou sur les réseaux sociaux des kits un petit peu de comment payer moins d'impôts ou comment frauder le fisc en toute légalité. J'exagère pas parce que j'ai vu de quoi ça. Et donc, ça vise à réprimer la facilitation en amont de fraude fiscale, alors que le délit de fraude fiscale, généralement, lui, c'est en aval. C'est une fois que la fraude a été constatée par l'administration fiscale à la suite d'un contrôle et ça prend des années. Là, l'objectif, c'est de couper l'herbe sous le pied à ces officines et tout de suite les mettre au pénal lorsqu'ils mettent à disposition du public sur des sites des instruments destinés à faciliter la fraude fiscale, notamment en utilisant des fausses identités, en utilisant des domiciliations fiscales fictives ou artificielles à l'étranger. Vous savez, on avait vu à une époque, créer votre salon de coiffure, votre société qui gérera votre salon de coiffure en France, en Angleterre, et vous ne paierez pas d'impôts. Bah, ça rentre typiquement dans le cadre de ce délit spécifique. Alors, de la même façon, et alors là, on en arrive pratiquement à une série américaine qu'on pourrait voir en ligne, justement. La loi de finances pour 2024 autorise les agents des finances publiques à réaliser des enquêtes actives sous pseudonyme
sur les sites Internet, réseaux sociaux et applications de messagerie afin de rechercher et d'établir la preuve de certaines infractions fiscales. Et les agents qui interviendraient dans ce cadre, un peu à l'instar des agents du FBI, n'encourraient aucune responsabilité pénale. Ils pourront prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes ou les interfaces en ligne et ils pourront donc dialoguer même avec les personnes qui participent à la fraude, comme s'ils étaient par exemple le co-contractant ou autre. Par contre, ils ne pourront pas inciter, alors là c'est contrairement au FBI, ils ne pourront pas inciter des personnes à commettre un délit ou un manquement. Donc ce dispositif entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Donc si vous avez un agent des impôts qui utilise Arnaud Devoucou comme pseudonyme, méfiez-vous. Des agents très spéciaux. C'est ça. Bon, on blague, mais enfin, ça donne quand même des moyens terribles à l'administration fiscale. Ouais. Les jeunes entreprises innovantes voient leurs exonérations d'impôts sur les bénéfices malheureusement supprimées pour les jeunes entreprises innovantes qui seraient créées à compter du 1er janvier 2024. En revanche, on crée une nouvelle catégorie de JEI, les jeunes entreprises de croissance à compter de cette même date, qui pourront bénéficier d'exonérations sociales et d'impôts locaux, tout comme les JEI actuellement, mais qui ne pourront pas bénéficier d'exonération d'impôts sur les bénéfices, pardon. Et là, les JEC se distinguent des JEI parce que le montant des dépenses de R&D qu'elles engagent se situeront dans une fourchette de 5 à 10% seulement, alors que pour les JEI, je crois qu'on est entre 15 et 30%. Et enfin, et là c'est une bonne nouvelle, si l'administration fiscale s'est trompée en votre faveur et qu'elle répare une erreur commise dans l'assiette ou le calcul d'une imposition, jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelait la procédure de dégrèvement d'office, l'administration n'était pas tenue de verser des intérêts moratoires aux contribuables, entreprises ou personnes physiques, en défaveur de qui l'erreur avait été commise. Ça ne sera plus le cas. Maintenant, les contribuables pourront bénéficier d'intérêts moratoires qui sont actuellement fixés comme l'intérêt de retard à un taux de 4,8% par an dans de telles situations. Par contre, les dégrèvements consécutifs à une erreur imputée. Ça sera spontané, hein, ça sera spontané. Oui, oui, oui. Oui, parce que quand c'est suite à une réclamation déposée par le contribuable, de toute façon, on a droit aux intérêts moratoires. Voilà, d'accord. Et puis enfin, là aussi, les initiés s'y retrouveront. On instaure une taxe sur le streaming musical. Vous savez, c'est celle qui a beaucoup fâché Spotify en fin d'année. Des nouvelles obligations déclaratives relatives aux cessions de parts de sociétés à prévoyance immobilière. Et pour l'impôt sur la fortune immobilière, on a une nouvelle mesure anti-abus qui vise à élargir les mesures de restriction de déduction des dettes qui sont afférentes à des actifs immobiliers non compris dans l'actif imposable. Jusqu'à présent, c'était réglé par voie de contrôle fiscal et de mise en œuvre de l'abus de droit. Maintenant, c'est une disposition légale. Voilà, je ne sais pas si à ce stade, vous avez des questions ou je n'ai pas regardé le chat, Pierre ou Arnaud, sur cette première partie. Donc, Eric, merci beaucoup pour cette première partie. À l'heure où je te parle, il n'y a pas encore de questions, donc ta présentation a été claire. Bravo. Passons à l'actualité fiscale. On y va, sans plus tarder. Alors, l'actualité fiscale, comme chaque année, elle est rythmée par un certain nombre de décisions de jurisprudence. La première, alors, tout ce qui concerne déjà les BICIS, concerne les titres de participation, parce que ça me donne l'occasion de vous rappeler un dispositif anti-abus que je me rends compte finalement que pas mal de personnes ignorent. Il concerne le cas des sociétés qui sont en difficulté financière au sein d'un groupe. On le sait, lorsque vous avez une société qui est en difficulté financière, et on en reparlera tout à l'heure, pour restaurer les capitaux propres de cette société, on a deux solutions possibles, et notamment dans la perspective d'une cession des titres, parce que généralement l'acquéreur veut acquérir les titres avec une situation nette remise à zéro. Soit on consent à la société bénéficiaire un abandon de créance ou une subvention pour remettre ses capitaux propres à flot. Et dans ces cas-là, cet abandon de créance ou cette subvention, si elle a caractère financier,
sauf si la société bénéficiaire est en situation de procédure collective de conciliation, ne constitue pas une charge déductible pour la société mère. C'est l'application de l'article 39.13 du Code général des impôts qui est issu de la seconde loi de finances rectificative pour 2012. Mais ce qu'on sait moins, c'est que si on fait le choix de la restauration des capitaux propres par voie de recapitalisation et d'augmentation de capital, par émission d'actions nouvelles, lorsqu'on cède les titres ensuite, la perte à court terme n'est pas déductible. En effet, derrière, lorsque vous cédez les titres, vous vous trouvez dans une situation où vous avez une perte qui est pour partie à long terme lorsque les actions ont été déduites depuis plus de 2 ans, et pour partie à court terme, s'il y a une augmentation de capital qui précède la cession, eh bien, dans ces cas-là, le dispositif de l'article 39 quater decies 2 bis du CGI vise à interdire la déduction de la perte à court terme à un tiers, même si c'est une société qui n'appartient pas au même groupe. Et ça a pour objet, en fait, cette disposition, de traiter de manière symétrique les abandons de créances à caractère financier et les augmentations de capital qui sont suivies d'une cession des titres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'affaire Katana Group, la société mère qui avait procédé à l'augmentation de capital de sa filiale qui exerce une activité de yachting avant la cession des titres, avait procédé à une augmentation de capital non pas par création de titres nouveaux, mais par élévation du nominal des titres existants. Et la Cour, l'administration fiscale avait rejeté la déduction de la perte, mais la société s'était bien défendue puisqu'elle avait dit, attendez, il ne s'agit pas d'une création d'actions nouvelles, mais d'une élévation du nominal des actions existantes. Donc, l'article 39 quater decies 2 bis du CGI ne peut pas trouver à s'appliquer. Le Conseil d'État avait fait droit à la thèse de la société, mais avait renvoyé à la Cour administrative d'appel parce qu'il lui semblait que la Cour administrative d'appel avait commis quand même une erreur, parce qu'elle aurait dû considérer que les titres pour lesquels il y avait eu une élévation du nominal, eh bien, c'était fatalement les titres anciens, et ceux-ci étaient détenus depuis plus de 2 ans, donc normalement, la moins-value n'aurait pas dû être déduite, car c'était une moins-value à long terme. Et ce faisant, le Conseil d'État a incité l'administration fiscale à procéder à une substitution de motifs. Évidemment, elle s'est jetée sur l'occasion, et la Cour administrative d'appel de Marseille, elle aussi, a épousé, si je puis dire, la thèse de l'administration fiscale en considérant que la moins-value de cession se rattachait au titre ancien détenu depuis plus de 2 ans à la date de cession, donc elle n'était pas plus déductible que si l'augmentation de capital avait été effectuée par création de titres nouveaux. Le Conseil d'État a refusé l'admission du pourvoi, de sorte que, en définitive, lorsque les titres anciens sont détenus depuis plus de 2 ans à la date de cession, que l'on fasse une augmentation de capital par voie d'élévation du nominal ou par voie de création de titres nouveaux, ça revient au même, la moins-value de cession ne sera pas déductible. Et c'est donc traité comme un abandon de créance à caractère financier. Disons que ça revient effectivement à les traiter comme ça. Là, c'est plus pour attirer votre attention sur un phénomène de redressement également très important. Cette deuxième partie est toujours aussi elle est intéressante parce qu'elle met en perspective toujours les contrôles qu'opère l'administration fiscale. Et au sein des groupes intégrés, une source de redressement assez fréquente, c'est toutes les transactions qui portent sur des éléments d'actifs immobilisés. Parce qu'en effet, on a une disposition qui est gravée dans le marbre, l'article 223R du Code des impôts, qui dit que toutes les transactions qui portent sur les éléments d'actifs immobilisés au sein d'un groupe intégré doivent s'effectuer à la valeur vénale. Et que, en conséquence, si on s'écarte de la valeur vénale, eh bien, les conséquences peuvent être redoutables, parce que si on fait une cession pour une valeur insuffisante, et notamment de titres de participation, comme c'était le cas en l'espèce, la société cédante va se faire redresser à court terme parce qu'elle a consenti une libéralité, un revenu distribué à la société cessionnaire, et la société cessionnaire va également se faire redresser car elle a acheté des biens pour un prix inférieur à leur valeur réelle, donc elle a une augmentation de son actif net réel par rapport à son augmentation de actif net comptable qui est taxable au sens de l'article 38.2 du Code général des impôts. Et comme depuis le 1er janvier 2019, on ne neutralise plus les subventions au sein d'un groupe intégré, eh bien, on aboutit à une double imposition économique. Dans l'affaire Crédit Agricole, il s'agissait d'une cession de titres de participation au sein du groupe et l'écart de prix qui avait été regardé par l'administration fiscale était de 14% par rapport à la cession qui avait été opérée. Le Crédit Agricole avait tenté de se défendre en disant attendez, on est dans la marge d'erreur. Quand on est marge d'erreur acceptable de 20%, l'évaluation, ce n'est pas une science exacte.
Donc, je vous demande de bien vouloir faire preuve de discernement et de ne pas procéder au redressement. J'ai vendu 100, vous dites que ça valait 114 ou 120, c'est pas si énorme que ça comme écart. Et le Conseil d'État a refusé d'entrer dans cette dialectique car il s'agissait d'une société, la société dont les titres étaient cédés, qui était en cessation d'activité progressive et son actif net était exclusivement constitué d'un portefeuille de placement de trésorerie relativement facile à évaluer, de sorte que la marge d'erreur de 20% qui est généralement admise ne pouvait pas être retenue en pareille situation. Donc, nous, on est vraiment très prudent sur ce type de situation et à chaque fois qu'on cède des actifs à l'intérieur d'un groupe et plus particulièrement des titres de participation qui ne supportent pas de droit d'enregistrement, eh bien, il faut qu'on procède, il faut faire procéder à une évaluation opposable à l'administration fiscale dès lors que le contrôle, en plus, intervient souvent 3 ans ou 4 ans après. Oui. Oui, là, il faut quand même relativiser parce que si je comprends bien, on avait quasiment un actif net certain et elle avait dû être évaluée en dessous de l'actif net véritablement. Alors bon. Alors, c'était un peu plus compliqué que ça parce qu'il y avait quand même des portefeuilles d'OPCVM et autres pour lesquels on devait faire une évaluation, mais enfin, ça paraissait pas effectivement une évaluation compliquée en montant des de CF ou, enfin, tu vois, ou quand tu modifies un peu le WACC, tu as une sensibilité énorme. Ce qu'il y a d'important, c'est contrairement à une idée un petit peu préconçue, c'est que même au sein d'un groupe, valeur vénale. Tout à fait. C'est la norme, enfin, au plan fiscal. Au plan fiscal. Alors, pardon. Au plan fiscal, bien sûr. Ouais. Une autre décision rendue par le Conseil d'État dans le courant de l'année 2023, en toute fin d'année, une décision de plénière qui est assez surprenante et finalement qui permet aussi de vous rappeler un dispositif que beaucoup d'entreprises ignorent, c'est que l'article 39.2 du Code général des impôts a été sensiblement élargi il y a plusieurs années par le législateur et qu'il interdit la déduction du résultat fiscal de toutes les sanctions pécuniaires ou des pénalités ou amendes de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales. Et quand on relit les travaux parlementaires à l'origine du texte, l'objectif était simple, il était d'éviter que des entreprises qui sont condamnées à des sanctions pénales ou quasi pénales puissent bénéficier d'une économie d'impôt qui minimise en fait, en quelque sorte, le montant de la sanction, de sorte que ces sanctions ne peuvent pas être admises en déduction du résultat imposable. Alors, l'affaire qui était soumise au Conseil d'État a été assez révélatrice de la dureté de ce texte, puisqu'il s'agissait de dommages-intérêts dits punitifs auxquels une société française avait été condamnée par un tribunal du Kansas à verser à une autre société de droit américain dans le cadre d'un litige commercial purement privé. Et donc, outre les dommages et intérêts qui sont destinés à réparer le préjudice, la société française avait été condamnée à des dommages-intérêts punitifs, donc qui avaient valeur de sanction. Pour autant, se poser la question de savoir si ces dommages-intérêts devaient être réintégrés au résultat imposable de la société française, car c'était versé à une société étrangère, pas à une autorité publique, et c'était donc pas versé à une autorité publique française. Les juges du fond, d'ailleurs, avaient hésité, puisque la Cour administrative d'appel de Versailles avait considéré que ça constitue bien une charge déductible. Le Conseil d'État casse et annule la décision de la Cour en considérant que ne constitue pas une charge déductible la sanction pécuniaire prononcée par une autorité étrangère à raison de la méconnaissance d'une obligation légale étrangère, dès lors que les dommages-intérêts punitifs visaient en fait à dissuader la réitération de faits similaires à ceux à l'origine du dommage et qu'ils s'ajoutaient aux dommages et intérêts traditionnels. Donc, ils avaient un caractère de sanction. Et le Conseil d'État pose un bémol, il dit c'est la norme, sauf si la sanction a été prononcée avec la conception française de l'ordre public international. Donc ça, on peut supposer que si la sanction a été prononcée par une autorité étrangère, par exemple la Corée du Nord ou la Fédération de Russie, dans un contexte où vraisemblablement, nous, on n'aurait pas prononcé une telle sanction parce qu'elle serait contraire à nos principes généralement admis dans la Déclaration européenne des droits de l'homme et du citoyen ou de la Constitution, eh bien, on admettrait la déductibilité parce que ça serait une double peine pour la société française. Ouais.
Mais j'en profite parce que je sais que dans les due diligence, les audits qu'on est amené à effectuer, souvent, il y a des sanctions qui sont omises d'être réintégrées aux résultats imposables. Toutes les sanctions imposées aussi par l'AMF, la DGCCRF, l'autorité de la concurrence, etc. Tout ça, malheureusement, c'est clair, c'est pas déductible. Alors, autre chapitre consacré à la quote-part de frais et charges. Tu me dis, Arnaud, si tu veux que j'accélère sur certains points hein, pour respecter le timing, Oui, ça va? rapidement, mais on reste encore sur cette fameuse quote-part de frais et charges qui est toujours pleine d'interprétations. Alors, sur la quote-part de frais et charges afférentes au titre de participation, pour ceux qui nous avaient écoutés l'année dernière, dans le cadre de cette présentation, j'avais évoqué la décision AXA du 5 juillet 2022, au terme de laquelle le Conseil d'État saisit un recours pour essayer de pouvoir pour annuler des commentaires administratifs de l'administration fiscale publiés au BOI qui interdisaient la possibilité d'imputer sur l'impôt lié à la quote-part de frais et charges de 5% les crédits d'impôt de source étrangère prélevés par l'autorité étrangère du chef de la société distributrice des dividendes. Eh bien, le Conseil d'État avait revu sa position, notamment parce que le régime français de l'imposition de la quote-part de frais et charges avait été modifié il y a plusieurs années. Avant, il faut se souvenir que les groupes, enfin les sociétés mères, pouvaient limiter le montant de la quote-part de frais et charges forfaitaires de 5% aux frais réellement exposés pour l'acquisition ou la conservation des dividendes, si elles pouvaient démontrer que ces frais étaient inférieurs à la quote-part. Et puis, on a supprimé la possibilité de limiter la quote-part aux frais réels. Donc, le Conseil d'État a vu dans cette suppression le fait que la quote-part représentait ou pouvait représenter effectivement maintenant une imposition et non plus la neutralisation de frais et charges afférentes à un revenu exonéré. Donc, il avait censuré les commentaires de l'administration fiscale et fait annuler les commentaires de l'administration fiscale qui interdisaient, dans tous les cas de figure, une imputation des crédits impôts de source étrangère. Pour autant, le Conseil d'État n'avait fait que poser une règle de principe qui était l'administration interdit dans tous les cas de figure l'imputation des crédits impôts de source étrangère. Or, elle ne peut pas l'interdire en tous les cas de figure. Mais il restait à préciser quelles seraient les situations et dans quelles conditions et selon quel quantum on pourrait imputer cette quote-part de frais et charges, ces crédits impôts sur la quote-part de frais et charges. C'est chose faite. Pour l'affaire Raymond et compagnie du 7 avril 2023, le Conseil d'État précise sa jurisprudence et précise que l'impôt français dans la limite duquel est imputé le crédit impôt étranger est égal à la somme du produit du taux de l'impôt français et de la différence entre la quote-part forfaitaire et 5% et le montant des frais réellement exposés. Évidemment, ça change la donne. Beaucoup de groupes qui s'étaient engouffrés dans la brèche pour présenter des réclamations contentieuses visant à obtenir l'imputation sur la totalité de l'IS afférent à la quote-part de frais et charges vont en être pour leurs frais, parce que il y a trois situations qui sont possibles. Soit les frais engagés pour la gestion, l'acquisition des dividendes sont inférieurs à la quote-part de frais et charges, et dans ces cas-là, l'imputation est limitée selon le calcul que je viens de vous expliquer. Soit il n'y a pas de frais réels qui ont été engagés, et dans ces cas-là, les crédits d'impôt sont imputables sur la totalité de l'impôt afférent à la quote-part qui est perçu, enfin qui est vécu comme une imposition afférente aux dividendes. Soit les frais réels sont supérieurs à la quote-part, et là, aucune imputation n'est possible, puisque bien évidemment, ça signifie que la quote-part retrouve sa vertu originelle qui était destinée à neutraliser les revenus, enfin les charges afférents à des revenus exonérés pour éviter un double avantage économique. Alors, vous me direz, mais comment, à qui incombe la charge de démontrer quels sont les frais exposés pour l'acquisition des titres de participation, enfin des produits de participation? Eh bien, la Cour administrative d'appel de Paris vient de préciser dans l'affaire Rocher Participation qu'il appartenait à la société qui revendique le bénéfice de cette imputation d'apporter la justification du montant des frais réellement exposés ou de l'absence de frais exposés, ce qui revient un petit peu à la preuve impossible, pour l'acquisition et la conservation des produits de participation des filiales situées à l'étranger. Donc, cette décision du Conseil d'État AXA risque d'être une victoire à la Pyrrhus parce qu'il sera extrêmement compliqué et difficile en pratique pour les groupes concernés d'aller justifier du montant des frais en question parce qu'ils n'ont pas été enregistrés, j'imagine, en comptabilité analytique dans une ligne spécifique, a fortiori quand il y a
plusieurs catégories de titres de participation concernés. Ouais. Deuxième décision qui soulève pas mal d'interprétations, c'est une décision de la Cour administrative d'appel de Paris qui concerne la société Soufflet, que le monde coopératif connaît bien, et une espèce qui était soumise à la Cour d'appel était assez singulière, mais finalement courante. Il s'agissait d'une société mère française qui détenait une filiale tchèque. Et la filiale tchèque avait décidé la distribution d'un dividende d'un montant de 14,5 millions. Et par contre, lorsqu'elle avait versé le dividende plusieurs mois après, compte tenu de la dévaluation de la couronne tchèque, elle avait versé à sa mère un montant de dividende effectif de 13,7 millions. La société mère, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait déduit de son résultat imposable le dividende comptabilisé pour un montant de 14,5 millions, qu'elle avait calculé la quote-part de frais et charges de 5% et avait réintégré la quote-part de frais et charges sur ces 14,5 millions. Et parallèlement, elle avait déduit la perte de change d'un montant de 800 000 euros. Donc, elle avait décomposé l'opération. Je comptabilise le dividende en mère-fille et parallèlement, je comptabilise en charge ma perte de change. L'administration fiscale ne l'entend pas de cette oreille et elle estime que la quote-part doit s'appliquer au dividende effectivement perçu, 13,7 millions, et avait réintégré la différence au résultat imposable de la société mère. Elle ne s'était pas souciée du sort de la perte de change, mais dans les faits, ça revenait à réintégrer la perte de change au résultat imposable. La Cour administrative d'appel de Paris, elle suit un raisonnement différent, ni celui de l'administration fiscale, ni celui de la société. Déjà, elle prend pour principe que les dividendes qui sont distribués à une société mère constituent un produit taxable afférent à l'exercice au cours duquel la distribution est intervenue, alors même que les dividendes, d'ailleurs, auraient été touchés au cours d'un exercice postérieur. Donc, elle se met en connexion avec la règle comptable des créances acquises. Il y a une décision de distribution, vous, société mère, vous devez comptabiliser le dividende. C'est l'inscription en compte, hein, ce que parfois certains ignorent, c'est l'inscription en compte qui fait foi. C'est ça. Tu comptabilises à la date à laquelle la décision de distribution est effective en quelque sorte. Et puis tu dois inscrire en compte le dividende. Donc ça, c'est premier temps suivi par la Cour d'appel. Second temps, la perte de change ne constitue pas un élément du dividende devant être pris en compte pour l'assiette de la quote-part. Et donc, en fait, ça signifie qu'on aurait dû déduire un dividende de 13,7 millions affecté d'une quote-part de frais et charges de 5%. Et ce qui signifie très concrètement, selon les juges, que la perte de change doit ainsi être rapportée au résultat imposable à concurrence de 95% de son montant, qui correspond au montant du dividende non imposé. Donc en fait, la Cour d'appel tunnelise la perte de change. Elle dit, vous avez une perte de change de 800 000 euros, elle se rapporte à un produit exonéré d'impôt à hauteur de 95% de son montant, donc vous ne pouvez déduire que 5% du montant de la perte de change. Alors, la question que ça pose, c'est est-ce qu'on peut raisonner de manière symétrique lorsqu'on est en gain de change? Et qu'à ce moment-là, on exonère, in fine, 95% du montant du gain de change. Évidemment, ce n'est pas l'affaire qui était soumise à la Cour, donc elle n'a pas statué là-dessus, mais on verra, on attend avec intention la solution que rendra le Conseil d'État, parce que bien évidemment, ça modifie peut-être un peu la donne par rapport aux critères de comptabilisation qui sont retenus actuellement par la plupart des groupes dans de telles situations. Ouais. Alors, toute autre chose, j'avais évoqué aussi l'an passé la nature des abandons de créances, qu'ils soient commerciaux ou financiers, parce qu'en effet, il est très fréquent, les crises succédant à un rythme effréné depuis plusieurs années, qu'au sein des groupes, des sociétés mères viennent en aide de leurs filiales lorsqu'elles connaissent des difficultés financières. Or, on le sait, toutes les aides autres qu'à caractère commercial doivent être réintégrées au résultat fiscal de la société qui octroie l'aide, sauf si cette aide est accordée à une entreprise pour laquelle une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire a été ouverte ou en application d'un accord de conciliation. Et dans ces cas-là, l'aide est déductible chez la société mère à proportion de l'actif net qui ne redevient pas positif
chez la filiale bénéficiaire de l'aide. Lorsque l'aide est à caractère commercial, si elle répond à un intérêt de gestion normal pour la société qui la consent, eh bien, elle est pleinement déductible pour la société créancière. Donc évidemment, ça c'est de droit constant, hein, ça. Oui, tout à fait. Donc la nature de l'aide, l'appréciation de la nature de l'aide est prépondérante, c'est essentiel. Dans un cas, si c'est une aide financière, c'est pas déductible. Dans l'autre cas, si c'est une aide à caractère commercial, c'est déductible. Mais parfois, les situations sont compliquées. Alors, on avait vu l'année dernière les situations où la société mère exerce une activité mixte et que l'aide peut être qualifiée selon les cas de commerciale ou financière, et il faut déterminer les motifs prépondérants de l'aide pour voir si elle est à caractère commercial ou à caractère financier. Dans les deux affaires qui ont été soumises au Conseil d'État cette année, le Conseil d'État s'est montré relativement libéral. Il s'agissait d'aides consenties par une société mère pour développer l'activité de filiale qui n'avait pas encore généré de chiffre d'affaires. Donc l'administration fiscale avait dit, ah bah attendez, pour moi c'est une aide à caractère financier parce qu'il n'y a pas de flux d'affaires entre les deux sociétés, donc ça ne peut être qu'à caractère financier. Eh bien non, dit le Conseil d'État, il faut examiner si l'aide ne pouvait pas présenter un caractère commercial dès lors que les perspectives de développement de l'activité de la filiale n'étaient pas purement éventuelles à la date d'octroi de l'aide. Et le Conseil d'État vient de remettre le couvert, si je puis dire, dans une affaire qui a déjà un peu fait grand bruit du 29 décembre dernier, qui concerne le groupe Danone, puisqu'il s'agissait d'une aide consentie par une société du groupe à une filiale turque qui était minoritaire et qui distribuait des produits, des yaourts en l'occurrence, sur le territoire turc. Et le Conseil d'État a considéré que l'administration fiscale, comme les juges du fond, étaient allés un peu vite en besogne en considérant que l'aide était un caractère financier, dès lors qu'ils n'avaient pas examiné si, au fond, eh bien, les perspectives de développement de l'activité sur le territoire turc n'étaient pas que purement éventuelles. Donc, il a renvoyé à la Cour d'appel le soin d'examiner si cette condition était satisfaite ou pas pour déterminer la nature de l'aide, si on est en aide à caractère commercial ou financier. Donc, ça démontre l'intérêt énorme qu'il y a à documenter en amont toutes les aides qui sont consenties à des filiales lorsqu'on veut revendiquer un caractère commercial et déductible à ces aides. Absolument. Le Conseil d'État a également rendu une décision, alors là qui est peut-être plus traditionnelle, pour le chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'assiette de la contribution sociale sur les bénéfices, puisqu'on sait que c'est les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 7,6 millions qui sont concernées par cette contribution. Il a considéré qu'on devait prendre en compte pour les holdings dans le chiffre d'affaires, non seulement le chiffre d'affaires à strictement parler de perception de management fees ou autres, mais également les produits financiers lorsqu'il apparaissait que la holding a pour objet non seulement de gérer des participations, mais d'octroyer à ses filiales des prêts ou des avances en compte courant. Donc bon, c'était déjà la position de l'administration fiscale, elle est confirmée par le Conseil d'État. En matière de crédit d'impôt recherche, une décision importante a été rendue par le Conseil d'État dans le courant de l'année 2023, puisqu'il a en effet précisé la notion de subvention publique qu'on doit déduire de l'assiette du CIR pour les sociétés qui entendent bénéficier du crédit d'impôt à raison des dépenses de recherche qu'ils engagent. Tu dis important, tu as raison, parce que et tu vas le développer, mais ça vise notamment toutes les subventions BPI. Oui, il y a énormément de litiges sur ce sujet. Alors nous, on est assez contents de cette décision parce que c'est une décision qu'on a portée en fait, c'est jusqu'au Conseil d'État. Bravo. Voilà. Et le Conseil d'État, alors un peu par défaut, il faut bien le dire, a considéré que c'était très complexe ce cas-là parce que le législateur n'avait jamais défini. Et paradoxalement, c'était jamais venu jusque devant le juge de l'impôt, la notion de subvention publique. Et le Conseil d'État a dit, pour éviter toute difficulté, il faut se fonder sur un critère organique pur. Les subventions publiques, qui ne sont pas définies par la loi, doivent s'entendre de toute aide versée par une personne morale de droit public, à l'exclusion donc des aides qui sont versées par une autorité administrative ou un organisme privé investi d'une mission service public, comme c'était le cas pour l'Institut FCBA, qui était l'Institut de forêt, cellulose, bois, aménagement, en fait, qui est un institut professionnel qui était chargé de collecter des fonds pour les reverser à des sociétés et des organismes du même secteur d'activité, comme
comme c'est très fréquent dans les cotisations volontaires obligatoires qu'on appelle dans le secteur des interprofessions. Et donc cette solution, elle nous semble contredire effectivement, comme tu disais Arnaud, les solutions qui avaient été rendues par des cours administratifs d'appel à propos des aides octroyées par BPI France, puisque BPI France, l'administration continue le combat sur BPI France parce qu'elle considère que BPI France est une autorité, est une personne morale de droit public, alors que nous, il semble plutôt que c'est une personne morale de droit privé investie d'une mission de service public. Donc, il y a des contentieux qui perdurent sur ce sujet et on attendra la suite qui sera donnée sur ce point. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, un certain nombre d'entreprises ont déposé des réclamations contentieuses à la suite de cette décision du Conseil d'État pour revisiter un petit peu toutes les subventions publiques qu'elles avaient pu déduire de l'assiette de leur crédit impôt recherche. Ouais. Bon, je vais plus vite sur celle-ci, qui concerne le fait que le Conseil d'État, là aussi, a censuré la position de l'administration fiscale, qui considérait que seuls les paiements directs afférents à des dépenses de recherche externalisées devaient être pris ou pouvaient être pris en compte dans l'assiette du donneur d'ordre lorsque le donneur d'ordre sous-traite des dépenses de recherche à un organisme privé agréé et qu'il y a un contrat tripartite dans le cadre d'un marché public avec un organisme public et que l'organisme public se substitue au donneur d'ordre pour payer les dépenses directement aux sous-traitants. Donc, dans ces cas-là, à partir du moment où il y a un mandat et que les dépenses ont été engagées en fait pour le donneur d'ordre, peu importe que ce ne soit pas le donneur d'ordre qui les ait effectivement payés, dès lors que économiquement, c'est bien lui qui les a supportés. Alors, une décision qui intéresse bon nombre de groupes, et notamment de groupes familiaux, c'est une décision collectivisation du Conseil d'État qui a fait couler beaucoup d'encre parce que cette situation est source de nombreux redressements. Alors, évidemment, je ne peux pas vous présenter, là, j'aurais peut-être dû faire un petit schéma, mais je n'ai pas de paperboard. Néanmoins, la situation est très simple, je vais vous la décrire. Vous avez Monsieur X qui a une société holding personnelle qu'on va appeler HP. Et puis, HP détient une participation ou contrôle la société cible dans laquelle Monsieur X est également mandataire social, mais non rémunéré. Et la société X, plutôt que de rémunérer donc le mandataire social, a fait le choix de rémunérer indirectement le mandataire social à travers sa holding personnelle, c'est-à-dire que la société HP facture des management fees ou bien des mandats sociaux à la société X. Dans une telle situation, on le sait, la Cour de cassation a considéré que ces conventions étaient dépourvues de cause lorsqu'il apparaissait qu'elles avaient pour effet ou pour objet de rémunérer indirectement le mandataire social, alors que celui-ci avait fait le choix, enfin la société pour laquelle il était mandataire avait fait le choix de ne pas le rémunérer. Et que donc cette convention devait être réputée nulle au plan juridique. La jurisprudence fiscale, à travers une fameuse décision Gamlor, avait considéré que dans une telle situation, si la convention était dépourvue de cause au plan juridique, eh bien, au plan fiscal, la rémunération versée à la société HP, dans mon exemple, ne pouvait être admise en déduction des résultats imposables de la société versante. Et l'administration fiscale, quasi systématiquement, redressait toutes les situations de ce type, et les redressements sont légion, notamment dans les groupes familiaux. Alors, Eric, on couvrait ça en général à dire qu'on faisait une convention de rémunération de la société vis-à-vis de sa fille, quoi. Mais bon, oui, effectivement, alors, pour éviter ça, il fallait surtout pas que Monsieur X soit mandataire social directement de la fille. Il fallait que ça soit effectivement sa holding qui soit mandataire social, mais surtout pas Monsieur X mandataire. Or, la difficulté, c'est que dans beaucoup de secteurs d'activité, il faut un mandataire social personne physique qui figure sur le CAMIS, etc. Et ce n'était pas toujours facile à faire passer en termes d'organisation. Et en plus, quand la société est constituée sous forme de société anonyme, eh bien, le mandataire doit être une personne physique et ne peut pas être une personne morale. Donc, ça marche quand la fille est constituée sous forme de SAS, mais pas sous forme de SA. Exact. Alors, le Conseil d'État dans l'affaire collectivision, il fait preuve de réalisme et il applique sa jurisprudence traditionnelle relative à l'acte anormal de gestion. Il dit, à partir du moment où on peut démontrer que la société fille ne s'est pas appauvrie
en rémunérant indirectement son dirigeant à travers la rémunération de la holding personnelle du dirigeant. C'est-à-dire qu'en fait, vous auriez dû verser 100 de rémunération au dirigeant, mais au lieu de verser 100, vous avez versé 100 à sa holding, vous n'êtes pas appauvri finalement. Donc ça, à partir du moment où vous n'êtes pas appauvri, vous n'avez pas commis un acte anormal de gestion, et vous n'avez pas commis un acte anormal de gestion si les organes sociaux ont entendu par le versement des honoraires correspondant à ces prestations rémunérer indirectement le dirigeant. Donc, en d'autres termes, il faut que les organes sociaux aient approuvé ce schéma, ce montage, diront d'autres personnes. Donc, dans ces cas-là, le Conseil d'État a considéré que d'un point de vue strictement fiscal, ce versement n'est pas dépourvu pour la société versante d'une contrepartie, le choix d'un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement de la société à des fins étrangères à son intérêt. Une fois qu'on a dit ça, je veux quand même appeler votre attention sur le fait que dans ses conclusions sous cette affaire, Émilie Bogdan-Tonietti, le rapporteur public, a mis en garde les sociétés qui seraient concernées contre un risque social. Il dit, la décision est purement fiscale, mais s'il apparaissait qu'en réalité ce schéma a été mis en place pour éviter que des cotisations sociales ne soient acquittées, parce que si on avait rémunéré le dirigeant, on aurait payé, personne physique, on aurait payé des cotisations sociales, alors qu'en le rémunérant indirectement, on ne paye pas de cotisations sociales, eh bien, voilà, elle a bien mis en garde en disant que cette décision ne vaut que d'un point de vue fiscal, sans préjuger des éventuelles requalifications qui pourraient être effectuées, notamment par l'administration URSSAF, s'il lui apparaissait qu'il s'agit d'une fraude aux cotisations sociales. Exact. Donc, il faut être vigilant malgré tout. En termes du vigilant, tu as abordé le juridique. Il s'agit donc que si on opte pour ces points-là, que ça soit bien inscrit dans le juridique des sociétés, éventuellement en convention. Et en convention également, oui, ouais, tout à fait. Pour border le système fiscal. Mais tu as raison que de soulever le problème social, puisque parfois, la holding en plus n'a pas véritablement de salariés et a plutôt une approche dividende. Donc, effectivement, c'est particulier. Donc, il faut quand même être vigilant, hein, effectivement. Il faut, surtout quand la holding n'a que pour seule activité cette activité de prestation. Si à la limite, elle facture à d'autres sociétés, etc. Mais souvent, c'est le cas. Hein. Oui, le problème, c'est la holding qui a une seule et même filiale qui est la société concernée, quoi. Exactement. Et qui d'ailleurs, quand on parle de filiale, Arnaud, c'est en fait, ça peut être la société mère du groupe qui elle-même dit tiens, effectivement, tu as ta filiale. Oui, absolument. La holding personnelle, la holding opérationnelle du groupe et en dessous toutes les filiales opérationnelles. C'est souvent comme ça que c'est structuré. Ouais. Alors, le Conseil d'État a également élargi sa position, alors qui est purement prétorienne, hein, sur le contrôle des déficits relatifs à des exercices prescrits en allongeant. Tu as disparu de l'écran là. Ah, voilà. J'ai disparu de l'écran? C'est bon, c'est bon. Ah, j'ai rien touché. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, je vois une question là, mais j'ai pas compris. La famille de Delon, c'est quoi? Ah non, on verra après. Donc, sur le contrôle des déficits relatifs à des exercices prescrits, le Conseil d'État vient de considérer que l'administration fiscale pouvait non seulement vérifier des déficits relatifs à des exercices prescrits qui ont été imputés sur des premiers exercices non prescrits, mais également des déficits qui n'ont pas été imputés sur l'exercice non prescrit. Donc, ça étend en quelque sorte le droit de contrôle de l'administration fiscale qui pourra venir voir une société, même si celle-ci est structurellement déficitaire et qu'elle n'a pas encore imputé ses reports déficitaires, en toute partie. Ouais. Alors justement, en matière de déficit reportable, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous êtes confrontés à des opérations de réorganisation, de restructuration qui sont assez courantes dans la vie des groupes. Et on a beaucoup de litiges avec les autorités fiscales, puisque beaucoup de sociétés sont contraintes de se réorganiser pour faire face aux différentes crises qui se succèdent ou à l'adaptation des modes de consommation et autres. Et les deux décisions qui sont ici présentées illustrent les difficultés d'interprétation qu'on a par rapport à celles de l'administration fiscale. On le sait, lorsque une société est destinée à être fusionnée ou confondue, si elle dispose de reports déficitaires à la date de la fusion, ces reports déficitaires peuvent être transmis de plein droit
à la société absorbante, sous certaines conditions, s'ils n'excèdent pas une somme de 200 000 euros. Si par contre, ils excèdent une somme de 200 000 euros, il faut solliciter un agrément ministériel pour obtenir le droit au transfert des déficits de l'absorbé à l'absorbante. Et ce transfert, cet agrément, pardon, est accordé si 3 conditions sont respectées. L'opération doit être soumise au régime fiscal de faveur des fusions et ne doit pas avoir un objectif principalement fiscal. La société absorbante doit s'engager à conserver pendant 3 ans l'activité qui est à l'origine des déficits de l'absorbé. Et puis, la condition qui pose difficulté, c'est que la société absorbée ne doit pas avoir changé d'activité réelle au cours de la période de constatation des déficits préalablement à sa fusion. Et là, dans le cadre des demandes d'agrément, l'administration fiscale examine au microscope, c'est peu de le dire, cette 3e condition. Et dès qu'il lui apparaît qu'il y a des variations de chiffre d'affaires, d'effectifs, etc., et si les déficits ont été constatés sur une période de 15 ans, elle peut remonter sur la période de 15 ans et demander tous les éléments justificatifs dans le cadre de l'examen de la demande d'agrément, eh bien, elle va s'opposer à la demande de transfert. Dans l'affaire qui a été jugée par la Cour administrative d'appel de Lyon, il s'agissait d'une société qui exerçait son activité dans le domaine de la commercialisation de vêtements et qui avait, comme toute société dans ces domaines-là, parfois des variations significatives de son chiffre d'affaires et de ses effectifs salariés selon le succès ou l'insuccès de certaines collections ou pendant les périodes nécessaires à la création de collections nouvelles. Donc, l'administration avait vu dans ces variations d'effectifs et de chiffre d'affaires un changement complet d'activité et s'était opposé au transfert des déficits. La Cour administrative d'appel de Lyon, fort heureusement, dit non, attendez, c'est pas parce qu'il y a un caractère cyclique de l'activité. À partir du moment où l'activité est restée la même sur toute la période, même s'il y a eu des variations de chiffre d'affaires et d'effectifs, il n'y a pas de raison de s'opposer au transfert des déficits. Donc, la Cour d'appel a annulé la décision de non-obtention de l'agrément dans le cadre du recours pour excès de pouvoir qui avait été formulé par le contribuable contrit, si je puis dire. Et dans la décision métallique, c'est pareil. Le Conseil d'État a appliqué une jurisprudence relativement libérale et pragmatique dans la lignée de celle qu'il avait déjà rendue dans l'affaire de l'Alliance Négoce à propos d'une société qui avait fait le choix de maintenir son activité mais en externalisant ses moyens de production. Là, il s'agissait d'une société qui exerçait une activité de fonderie industrielle et qui était très affectée par la crise économique. Et préalablement à la fusion, elle s'était recentrée sur ses clients les plus rentables. Donc, elle avait abandonné, si je puis dire, les contrats les moins rentables, ce qui avait évidemment entraîné une variation significative à la baisse de son chiffre d'affaires. Je crois que le chiffre d'affaires était divisé par 2. Et évidemment, elle avait aussi réduit la voilure de ses effectifs salariés. Mais le Conseil d'État a constaté que contraint de conserver ses clients les plus rentables en période de crise pour maintenir une forme quand même de profitabilité, et bien dès lors qu'elle avait quand même maintenu les moyens d'exploitation et les emplois spécialisés, nonobstant la diminution de son chiffre d'affaires et de son effectif global, le recentrage d'activité sur son cœur de métier qui était demeuré les mêmes ne constitue pas un changement d'activité. Donc là aussi, le Conseil d'État a considéré que la décision de l'administration fiscale refusant l'agrément était entachée de nullité. Donc, ce sont des décisions qui sont quand même à saluer parce qu'elles font preuve de pragmatisme, contrairement malheureusement aux solutions qui peuvent être retenues par l'administration fiscale dans le cadre de l'examen de ces demandes d'agrément. Eric, oui. On n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que tu peux… Ah oui, pardon. Oui. Alors, juste pour vous dire qu'une ordonnance du 24 mai 2023 a introduit dans notre droit interne le mécanisme des scissions partielles prévu par la directive communautaire et qu'en conséquence, on pourra maintenant bénéficier d'opérations de scission au terme desquelles les titres émis en rémunération d'apport seront attribués directement aux associés de la porteuse et non pas à la société apporteuse. Il y a un règlement comptable, je le signale, de l'ANC qui vient d'être homologué, qui prévoit le traitement comptable idoine à ces opérations de scission partielle. Mais malheureusement, à ce jour, faute de dispositions dans la loi de finances pour 2024, on n'a toujours pas le cadre fiscal adapté, l'administration fiscale ayant indiqué qu'elle réglerait les situations par voie de rescrit ou d'agrément, ce qui n'est pas terrible en termes de sécurité juridique. Je passe, si vous voulez bien, sur les décisions en termes d'intégration fiscale, du coup.
pour aller sur la liste des États ou territoires non coopératifs telle qu'elle a été actualisée au sein de l'Union européenne et au sein de l'État français. Donc, vous voyez, c'est plus des décisions. Quelques petits nouveaux. Hein? Quelques petits nouveaux. Oui, il y a quelques petits nouveaux, dont évidemment la Fédération de Russie. Alors ça ne va pas nécessairement rêver en termes de climat par les temps qui courent, contrairement aux autres États ou territoires. L'ordre d'imputation des crédits d'impôt de source étrangère a été libéralisé, si je puis dire, par l'administration fiscale dans le courant de l'année 2023. Et celle-ci autorise maintenant l'imputation préférentielle, si c'est préalable, pardon, si cela est possible, sur la contribution sociale sur les bénéfices plutôt que sur l'IS, notamment pour les crédits d'impôt type crédit d'impôt de source étrangère, typiquement. Par contre, malheureusement, le Conseil d'État dans l'affaire Natixis a confirmé l'absence de possibilité de report des crédits d'impôt étrangers qui ne peuvent être imputés sur l'IS, faute d'IS suffisant, et ceci sur le fondement des conventions fiscales bilatérales. Donc malheureusement, la porte est définitivement fermée sur la possibilité de report des crédits d'impôt et de sources étrangères qui, s'ils ne peuvent pas être utilisés immédiatement, bien sont perdus. Sauf peut-être en cas de contrôle fiscal, lorsque régénère un bénéfice imposable et un IS. Pour vous signaler également la publication de 2 projets importants de directives, on aura le temps d'y revenir si vous avez toujours la gentillesse de faire appel à moi pour ces présentations. D'une part, une première directive qui vise à harmoniser les règles de prix de transfert au sein de l'Union européenne en légalisant en quelque sorte et en inscrivant dans une directive les méthodes de détermination des prix de transfert, en favorisant le règlement de l'élimination des doubles impositions. L'entrée en vigueur serait prévue à compter du 1er janvier 2026 si elle est adoptée. Et là, de manière beaucoup plus ambitieuse, et c'est pire, si je puis dire, que pilier 2, on a une proposition de directive qui vise à unifier la base d'imposition des grandes entreprises, c'est-à-dire celles qui réalisent un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 750 millions d'euros à compter du 1er juillet 2028 s'il a été adopté. Et là, l'idée, en fait, c'est de créer une assiette commune consolidée sur la base des résultats consolidés pour les groupes. Cette assiette commune serait ensuite répartie entre chaque pays, chaque juridiction, et chaque juridiction appliquerait son taux d'impôt et certains retraitements spécifiques à cette assiette commune déterminée selon les normes consolidées, et on aurait des règles uniformes en matière de déduction des charges financières, de provision, d'amortissement, de réorganisation d'entreprise, et ça permettrait aussi évidemment la compensation des pertes et des profits au sein de l'Union européenne. Ça serait une sorte d'intégration fiscale finalement au sein de l'Union européenne pour les groupes qui sont établis dans plusieurs pays de l'Union européenne. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, d'autant que vous avez parlé les années précédentes de 2 propositions de directives qui finalement n'ont jamais encore vu le jour. La proposition de directive destinée à lutter contre les sociétés au écran au sein de l'Union européenne qui a disparu des radars, tout comme la proposition de directive DEBRA qui visait à instaurer un intérêt notionnel et qui a également totalement disparu des radars de la Commission européenne. Enfin, peut-être, pour terminer, et désolé effectivement du temps. Termine par ce point, oui, là, sur la taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires, parce que ça c'est important, parce que l'administration fiscale a relancé une campagne de questions sur les modalités de calcul de la taxe sur les salaires. Le Conseil d'État, dans la décision Legris, a modifié sa jurisprudence, malheureusement. Et schématiquement, retenez que maintenant, pour ne pas être redevable de la taxe sur les salaires, il faut remplir 2 conditions cumulatives et non pas alternatives, être assujetti totalement ou partiellement à la TVA sur le chiffre d'affaires en N, et l'avoir été sur au moins 90% du chiffre d'affaires en N-1. Ce qui signifie concrètement que les groupes qui faisaient des distributions de dividendes tous les 2 ans, et non pas tous les ans, pour éviter d'être dans le champ d'application de la taxe sur les salaires, ben, ça ne marche plus. Ça ne marche plus à partir du moment où le montant des dividendes est supérieur à 10% du montant du chiffre d'affaires et des produits globaux de l'entreprise. Alors, à la suite de cette décision de jurisprudence, les DIRCOFI ont été incités par leur hiérarchie à multiplier les contrôles de taxes sur les salaires dans les holdings et notamment les holdings animatrices. Donc, sachez-le, il y a énormément de contrôles sur ce point en ce moment pour tirer les conséquences de cette décision Legris, qui est plutôt une décision noire. Voilà. Parfait. Pierre, y a-t-il des questions qui ont été
posées auxquelles on pourrait répondre? Non, il n'y a pas de questions, donc merci beaucoup Eric et Arnaud pour votre Eric, présentation. tu as été très clair. Merci encore de votre Merci. participation. Merci de votre écoute. Vous avez donc à disposition le support de cette présentation, le groupe RSA et l'ensemble de ces sociétés et Hoche, avocat dirigé par Eric. Encore une fois, merci. À très bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Et bonne année. Et bonne année. Au revoir.